Alors, bonjour, chers amis, et bienvenue à cette séance, première réunion de l'année du groupe du RIMF, donc un webinaire qui est consacré à la création d'une maison de la francophonie ou du moins à son opération. Alors, je débute en vous souhaitant une très bonne année 2022, en nous souhaitant donc le meilleur pour l'expansion de notre réseau des maisons des francophonies. Comme vous le savez, nous avons 5 intervenants ce matin. Je vais vous les présenter dans un instant. Ceux-ci vont intervenir pendant 10 minutes chacun et c'est au terme des 5 présentations que vous allez pouvoir poser vos questions, que nous allons pouvoir échanger. L'objectif étant de vous permettre d'avoir le maximum d'informations pour soit faciliter la création d'une maison de la francophonie ou d'une maison des francophonies ou toute autre appellation que vous avez chez vous, et également de permettre à celles et ceux qui sont déjà en opération d'avoir peut-être de nouvelles idées pour des activités, pour la gestion, pour trouver des ressources financières et pour surtout pouvoir profiter du réseau pour réseauter et profiter de l'expertise de chacun. Alors, nos 5 intervenants d'aujourd'hui sont Christian Philippe, qui, comme vous le savez, est coprésident du réseau. Christian est président de la Maison de la francophonie de Lyon. Eliane-Régine Lafleur-Ensom de l'association Trois-Lys Nsimalen, Maison de la francophonie de Yaoundé. Rudy Bazenet de la Fondation Nous de Louisiane. Luc Paquier de la Maison des francophonies de Berlin. Et Stéphane Lam du Pavillon rouge des arts de Hong Kong. Donc, nous avons déterminé l'ordre des présentations. C'est Christian Philippe qui débutera et je vais me permettre de jouer à celui qui garde le temps. Donc, au terme des 10 minutes, là, je signalerai si jamais les intervenants n'ont pas terminé leur présentation. Je leur dirai donc qu'il est temps de mettre un terme à leur présentation. Et comme je vous disais au début, les questions seront posées au terme des 5 présentations. Alors, Christian, à toi la parole. Merci Michel, merci d'animer ce webinaire, comme on dit désormais. Alors, pourquoi d'abord une maison de la francophonie à Lyon? Lorsque j'étais représentant personnel du président de la République, en parlant souvent avec Abdou Diouf, qui était alors le secrétaire général de l'OIF, il me disait, tu sais, le vrai problème de la francophonie, c'est qu'on n'arrive pas à mobiliser la société civile autour de ce défi. Et je lui disais, mais on a eu peut-être un peu le même problème avec l'Europe. Et on a créé, parce qu'à l'époque je présidais aussi le mouvement européen France, on a créé des maisons de l'Europe dans nos différentes villes qui ont contribué. Alors bon, ça ne fait pas l'objet d'un consensus, mais qu'un sujet fait l'objet d'un consensus. On a créé des maisons de l'Europe un peu partout qui, je crois, ont joué un rôle utile. Et donc je lui ai dit, je suis lyonnais, pourquoi pas lancer à titre d'expérience une maison de la francophonie à Lyon que nous avons avec lui et le maire de Lyon à l'époque inaugurée en 2008. Donc cette maison, elle a pour premier objectif la mobilisation de la société civile. Et je crois que c'est ce que, là où nous sommes, là où vous êtes, nous devons nous fixer comme objectif, montrer à nos concitoyens pourquoi la francophonie est un défi moderne, un défi important. Alors bien sûr, il s'agit pour nous de défendre la langue qui est la nôtre, la langue que nous avons en partage, comme on dit, le français, mais c'est aussi et beaucoup défendre
ce que j'appelle les valeurs de la francophonie, c'est-à-dire la diversité linguistique et culturelle, et puis, par exemple, la solidarité, les droits fondamentaux, la paix. C'est une conception de la mondialisation, non pas une conception, comment dire, uniforme autour de l'anglais. Nous n'avons aucun problème avec l'anglais. L'anglais est la langue aujourd'hui de communication internationale. On doit parler anglais, mais ça ne veut pas dire que nous devons parler que l'anglais. Donc, nous croyons à un monde où chacun peut, à côté de l'anglais, s'exprimer dans sa langue, dans d'autres langues, pratiquer ce plurilinguisme qui est, je crois, important. Donc, mobiliser la société civile. Voilà l'objectif premier de la Maison de la francophonie de Lyon, comme je pense, comme j'espère, des différentes structures que les uns et les autres nous animons. Alors, qui avons-nous cherché à regrouper à Lyon? Mais Lyon n'est pas un modèle. Hein. Je crois que chacun doit s'organiser selon son propre territoire, les objectifs qu'il se donne. À Lyon, nous avons voulu rassembler d'une part des associations, être une association d'associations, si je peux m'exprimer ainsi, les associations qui travaillent sur, d'une manière ou d'une autre, la francophonie. Donc, par exemple, sont membres de la Maison de la francophonie de Lyon, l'Institut international pour la francophonie à l'Université de Lyon, qui est donc spécialisé sur les formations et la recherche sur la francophonie. Nous avons comme membre l'Alliance française de Lyon, nous avons comme membre la Caravane des 10 mots de notre ami Thierry Ozer, qui nous héberge d'ailleurs et qui, je dirais, est une association à vocation culturelle. Voilà, donc, et ainsi de suite. Il y a des associations. Et puis, d'autre part, des personnes physiques qui s'intéressent à ce défi, qui s'intéressent à la francophonie. Je crois que ainsi, nous avons la possibilité de nous adresser de manière importante à cette société civile qui est notre objectif. Alors, il ne s'agit pas, bien sûr, quand je parle de réunir des associations, de prétendre d'une manière ou d'une autre à les absorber. Non. Il s'agit pour nous de constituer un lieu où l'on peut débattre, où l'on peut faire des choses ensemble, promouvoir les activités de chacun, hein, plutôt que d'être chacun en parallèle. Il y a des activités qu'il faut mener en commun. Alors, quels sont les défis que nous avons rencontrés? D'abord, nous faire connaître, bien sûr. La communication est nécessaire, surtout dans le monde actuel. Elle implique des outils, ils existent, mais pour faire fonctionner ces outils, il faut, je dirais, des hommes ou des femmes derrière, et c'est une de nos contraintes. Hein. Je pense que d'autres la rencontrent ou la rencontreront. Ça prend du temps, ça nécessite une certaine expérience de tous ces moyens modernes de communication. Ça prend aussi du temps d'aller rencontrer les gens, les associations, pour leur expliquer pourquoi on a intérêt à travailler ensemble. Mais voilà, je crois que c'est le premier défi que nous avons rencontré, nous faire connaître, convaincre de nous rejoindre. Aujourd'hui, je pense que ce défi a été relevé. Le second défi, je pense que tout le monde a, c'est une fois qu'on est arrivé à s'inscrire dans un paysage donné, dans un territoire donné, s'être fait connaître de ceux que la francophonie intéresse, des autorités locales diverses, c'est de définir des projets, bien sûr. Ça n'a pas de sens de créer une association si ça n'est pas pour faire quelque chose. Ce n'est pas simplement dire voilà, j'existe. Donc, nous avons
d'une part, à Lyon, un cycle de conférences qui a régulièrement des problèmes à cause de la situation sanitaire actuelle. On n'a pas la régularité que l'on aimerait avoir. On est encore obligé, ce mois-ci, à reporter une conférence prévue fin janvier au début du mois de mars. Mais nous avons institué un cycle de conférences. La prochaine conférence, par exemple, le 1er mars, aura pour thème justement la francophonie citoyenne. Ça me semble important d'avoir des rendez-vous réguliers pour nos membres associatifs ou personnes physiques. D'autre part, excuse-moi, Christian, 2 minutes. Il oui, reste 2 minutes. Tout à fait. D'autre part, nous avons comme action prioritaire de nous adresser aux plus jeunes, de faire comprendre aux plus jeunes la francophonie. Donc, nous allons dans les collèges et les lycées pour débattre avec les élèves et leurs professeurs de la francophonie. L'autre défi que nous avons rencontré, ce sont les finances. Bon, nous avons principalement comme finance les cotisations de nos membres, je pense comme de tout un chacun. Voilà, mais il faut aller rechercher pour des projets plus ambitieux des partenaires. Ce n'est pas évident, surtout dans les circonstances actuelles où tout le monde est très sollicité. Et c'est là peut-être où le réseau d'ailleurs devra vous fournir des outils où les expériences des uns et des autres seront importantes. Je pense que pour la Maison de la francophonie de Lyon, pour aller plus loin que ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est aujourd'hui la principale contrainte. Il faut que nous trouvions des partenaires qui nous aideront à financer de nouvelles activités. Merci. Merci beaucoup, Christian. Tu es un modèle. Tu as pris exactement 14 j'avais dit 10 minutes, 9 minutes. Donc, c'est très, très bien. Alors, nous voulons vous donner des exemples qui sont très variés dépendant de vos situations géographiques. Donc, la deuxième intervention est celle d'Éliane Régine Lafleur-Ensom de la Maison de la francophonie de Yaoundé. Alors, Éliane, et de l'association Trois Lys Nsemalen. À toi, Éliane. Merci Michel, merci pour la parole donnée. Alors, je suis effectivement la fondatrice présidente de l'association Trois Lys Nsemalen, Trois Lys de Notre-Dame Nsemalen et les Amis de la Charité, en abrégé Trois Lys Nsemalen, Maison de la francophonie. Organisation non gouvernementale aujourd'hui depuis le mois dernier, enfin l'année dernière en fin d'année. Je peux vous dire que nous nous sommes engagés dans des activités, pour être un peu plus bref, parce que le temps est très court, dans des activités à caractère éducatif, social, solidaire et humanitaire, en nous appuyant sur les valeurs de la francophonie. Comme vous pouvez le savoir, c'est-à-dire une langue qui sert de diversité culturelle, qui est au service de la diversité culturelle, autant pour moi. Alors, comment nous allons créer cette association? On est parti d'un constat simple. Pour répondre à des difficultés économiques et sociales du Cameroun, donc nous décidons en groupe de fonder cette association en 2018, autant pour moi. Il se trouve donc que nous allons vouloir partager nos idées avec d'autres associations sœurs sans toutefois connaître leurs objectifs, mais qui conjointement, on se retrouve dans des mêmes idées. Et ça va être, par exemple, comment on appelle, le Cercle de solidarité francophone que nous rencontrons en novembre 2019 et où nous présentons nos objectifs. Les objectifs de notre association. C'est dans le Cercle de solidarité francophone qui était déjà beaucoup plus ancré dans la francophonie, qui va donc faire de notre association, en appréciant nos activités, faire de notre association, solliciter une représentation nationale au niveau du Cameroun. Voilà comment le terme francophonie, vraiment, où nous avions nos objectifs, nos missions,
sans toutefois avoir la francophonie, mais qui cadrait avec les ambitions de la francophonie. C'est dans cet esprit que nous commençons donc à promouvoir les activités de la francophonie, étant donné qu'il y avait également la jeunesse que nous étions en train d'encadrer, parce que c'était la population cible, les femmes, la jeunesse, pour pouvoir leur apporter un épanouissement au niveau du pays. Alors, pourquoi le nom de Trois-Lys Simalène Notre-Dame? Parce qu'on a eu plusieurs fois cette question qui est venue. Il se trouve que Simalène est un quartier situé géographiquement au nord-ouest de la ville de Yaoundé et qui, à ce moment-là, n'a qu'une seule infrastructure, c'est-à-dire l'aéroport international Simalène, qui est un mouvement migratoire un mouvement migratoire international, transfrontalier, on peut dire comme ça. Et à côté de cela, il va donc avoir un phénomène des apparitions mariales. Et c'est à cet endroit, comme nous cherchons un site pour héberger notre association, on va trouver le site tout près du sanctuaire marial. Alors, certains membres fondateurs décideront qu'on ne va pas aller chercher loin, étant donné que c'est à côté du sanctuaire marial, un peu comme partout ailleurs sous d'autres cieux, on va dire Notre-Dame Simalène, parce qu'on jute le sanctuaire marial. Alors, les populations ciblées, je vous l'ai déjà donné, les problèmes que nous avons eu à rencontrer au départ, pour être bref, sont les mêmes problèmes qu'on rencontre dans toutes les associations, c'est-à-dire dès le départ, c'est très difficile, les débuts. Il faut se faire connaître, il faut une certaine notoriété, il faut communiquer, il faut réaliser, il faut avoir une référence, ainsi de suite. Et les outils, un peu comme Christian les a évoqués tout à l'heure, ce sont les mêmes problèmes partout. Donc, ça va nécessiter, je ne vais pas vous cacher, beaucoup de sacrifices, c'est-à-dire nous-mêmes au début, beaucoup d'investissements pour se faire connaître jusqu'au point où je peux vous dire que les premières actions qui nous ont amenés à nous positionner sur le plan national étaient beaucoup plus les participations, c'est-à-dire dans les rencontres pour les quelques personnes qui nous connaissaient déjà et même certaines institutions qui nous invitaient à des rencontres où nous étions obligés de présenter l'association, nos missions et de participer même de façon active. Par exemple, pour le cinquantenaire de la francophonie en 2020, c'est à cette occasion que nous avons invité le président du Cercle des solidarités francophones et où on avait choisi le thème de faire la promotion des maisons de la francophonie, pour vous dire, et je peux dire que c'est cette activité qui nous a propulsés sur le plan de la reconnaissance étatique, parce que nous allons nous mettre, c'est le ministère des Relations extérieures qui organisait les festivités de l'OIF cette année, et c'est par là que nous allons marquer et où nous serons aujourd'hui si on nous appelle Maison Mère de la francophonie, parce que c'est nous qui apportons l'idée, nous parlons de cette idée au ministère de la francophonie et où pratiquement on va s'enraciner avec d'autres activités. Alors, les activités, comme je viens de vous dire, cette activité promotion des maisons de la francophonie nous a propulsé. À côté de cela, le volet humanitaire, le volet éducatif, parce que sur le plan éducatif, nous avons des activités périscolaires. Et ça, c'était un défi pour nous pour essayer de ramener notre jeunesse, comme la jeunesse du monde aujourd'hui, ciblée dans les déviances et tout, ramener progressivement, c'est-à-dire à la réinsertion scolaire pour certains, leur trouver des activités éducatives, leur donner le goût de la lecture, parce qu'on n'est pas contre les nouvelles technologies, le numérique, mais comme tous les parents aujourd'hui, vous les voyez, tous sont sur le numérique. Donc, on a essayé de créer ces genres d'activités, concours, avec des actions communes telles que la caravane des 10 mots, les petits planétaires et bien d'autres aujourd'hui, sans oublier, comme je vous ai dit, beaucoup de rencontres, les colloques, les séminaires, ainsi de suite. Alors, les difficultés, comme l'a dit, je voulais le prendre à la fin, c'est-à-dire les moyens financiers.
je vous ai dit, c'est des investissements au départ. Si vous voulez créer une association, dites-vous que dès le départ, ou une maison de la francophonie, le temps d'asseoir son autorité, il va falloir d'abord, pour un départ, vous investir. Et ces investissements, Christian les a déjà évoqués. Les moyens humains, c'est-à-dire il vous faudra des compétences par rapport à vos objectifs, aux multiples activités que vous avez. Il vous faudra des moyens matériels, un siège. Vous savez, pour créer, nous connaissons des associations, surtout pour nous en Afrique, vous ne pouvez pas facilement créer si vous n'avez pas un siège, si vous n'êtes pas reconnu quelque part, si on ne peut pas vous identifier. Il vous faudra des moyens financiers, c'est le nerf de la guerre. Comment vous financez ces activités? Comment vous allez appuyer ce que vous voulez aider? Donc, voilà un peu tout ce que nous avons eu à voir comme difficulté. Après, le reste, je pourrais peut-être, compte tenu du temps, répondre. Il reste 2 minutes, Régine, oui, 2 minutes. Voilà. Donc, j'ai parlé du financement des activités. Je pense que j'ai épuisé, enfin, les points. C'est bien, Eliane. Merci beaucoup pour ton intervention. Je tiens à souligner que nous sommes 31 ce matin, ce webinaire, des personnes provenant de 14 pays. Donc, ça illustre bien l'intérêt que porte notre réseau. Et maintenant, nous allons nous tourner vers un pays qui n'est pas francophone. Et ça aussi, c'est une bonne illustration de ce qui peut être fait avec les francophiles. Donc, je vais céder la parole à Luc Paquier, qui est le président de la Maison des francophonies de Berlin. À toi la parole, Luc. Merci beaucoup, Michel. Merci à toutes et tous. Alors, Christian a fait 9 minutes, Eliane a fait 5. Si vous espérez que je vais en faire 5, ça va être un peu compliqué parce que j'ai un peu tendance à parler beaucoup. On met du cœur à l'ouvrage et vraiment, moi, je suis toujours extrêmement content de présenter cette initiative qui est un peu particulière parce que forcément, comme tu l'as dit en introduction, Berlin et l'Allemagne n'est pas ni membre ni observateur. L'histoire de la création de la Maison des francophonies de Berlin, c'est finalement l'histoire un peu d'un glissement joyeux. Tout a commencé en 2014. Moi, j'ai pris la direction artistique d'un centre à Berlin qui s'appelle le Centre français de Berlin, qui n'est pas un lieu de la diplomatie culturelle à l'étranger, c'est vraiment un lieu hérité d'un passé de sa construction en 1961. Ça a été sous gouvernement militaire jusqu'en 1994. Ce qui est intéressant, c'est que ce lieu, en fait, il est témoin de l'histoire de la construction européenne. En 2014, je prends la direction de ce lieu et dès 2015, une quarantaine d'ambassades francophones de Berlin se retournent vers nous parce qu'à l'époque, personne n'avait les capacités et l'envie de proposer une manifestation pour la semaine de la francophonie. Donc, c'était à 2 mois de l'événement, c'était un défi qui était énorme. Et à ça, on a répondu oui à 2 conditions. La première qui était extrêmement importante, les 2 étaient vraiment importantes pour nous. La première était de faire une fête ouverte, non pas une fête d'entre-soi, une fête qui est vraiment ouverte aussi au public allemand. Et la deuxième réalité, la deuxième envie, c'était de profiter de cette semaine-là et de cette fête qu'on allait organiser pour renforcer considérablement le volet scolaire. En fait, ce qui est intéressant, c'est que les ambassades sont venues nous voir pour qu'on les aide à organiser ces manifestations au même moment où le Sénat de Berlin, qui a une compétence éducative, se retournait vers nous pour qu'on apporte notre expertise sur la baisse constante du nombre d'apprenants de français dans les écoles. À ça, nous, on a répondu assez simple qu'il fallait qu'on arrive tous ensemble à casser l'équation langue française égale France pour ouvrir sur l'équation langue française égale francophonie. Donc, l'intérêt du Sénat de nous mobiliser sur un volet pédagogique scolaire, de valoriser la langue française et son apprentissage, et d'un autre côté, ces 40 ambassades qui se tournent vers nous pour qu'on les aide à organiser, nous ont donné l'élan et puis l'énergie pour organiser cette première fête des francophonies qui a tout de suite été un succès. Donc ça, c'était en 2015. On a accueilli 1700 personnes ici, alors qu'habituellement, c'était plutôt 200 personnes. 2014, donc les premières discussions avec les ambassades, une fête qui se construit de façon annuelle et qui s'est arrêtée en 2019. Ça, c'était la dernière fête qu'on a organisée dans un contexte qui n'était encore pas un contexte Corona, où on a pu accueillir 2700 personnes sur toute une journée avec tout un volet scolaire, des ateliers artistiques, des discussions, tout un partenariat avec le Club RFI et plus de 40 ambassades.
En 2019, on s'est dit que finalement, cette histoire, elle était plutôt joyeuse, d'autant plus que les professeurs nous sollicitaient de plus en plus pour organiser des manifestations et les aider avec aussi des boîtes à outils. Donc est venue l'idée d'aller plus loin et d'essayer aussi de travailler sur la labellisation d'un nouveau projet qu'on a tout de suite appelé la Maison des Francophonies. Le pluriel est extrêmement important. Et en fait, il est extrêmement important parce qu'au même titre que le Centre français de Berlin a dû à un moment s'émanciper de son passé militaire pour embrasser son quartier et l'Allemagne de façon positive, moi, je me suis dit dans mes premières recherches et dans mes premières discussions que ce qui était important, c'était aussi que la francophonie ou les francophonies arrivent à s'émanciper de leur passé historique sans le renier du tout. Hein. Voilà, il y a une histoire, en tout cas, pour se tourner vers l'avenir avec de l'élan et de l'envie. Et donc, ce pluriel-là, pour moi, c'était le fait d'asseoir tout de suite qu'il n'y a pas une vérité francophone, mais il y en a de nombreuses. Et en Allemagne, et à Berlin en particulier, on est sur des réalités qui sont très, très différentes et qu'il fallait aller chercher vraiment dans la spécificité. Donc, cette idée est venue. On a demandé le soutien des ambassades francophones de Berlin qui nous ont tout de suite accompagnés. On a eu une quarantaine d'ambassades qui nous ont accompagnés. On a commencé à en parler à des députés du groupe d'amitié franco-allemande qui ont tout de suite compris l'intérêt de s'engager dans cette voie-là. Et puis, du coup, l'idée se structurant, il y a eu une grande consultation politique qui a été organisée par le président de la République français et l'Institut français et l'OIF qui s'appelait Mon idée pour le français. Je suis allé valoriser l'idée de la création des maisons des francophonies et dans les nombreux projets qui ont été repris dans la déclaration officielle qui a été repris par le président de la République français, la création d'une maison des francophonies de Berlin qui pourrait vraiment être le laboratoire, a été repris et validé. Donc, on est très fiers de ça, on est très fiers du soutien à la fois populaire, du soutien des professeurs, du soutien de ces ambassadeurs, et puis de ce soutien politique aussi qui nous permet d'asseoir aussi notre crédibilité en Allemagne. Ce qui était très important pour moi, c'était aussi de réussir à trouver les argumentaires pour expliquer la francophonie et pas cette francophonie donc voilà, cette francophonie ou héritée, ou bien cette francophonie bienveillante, il fallait que moi, j'arrive à trouver des arguments extrêmement spécifiques sur qu'est-ce que c'est la réalité de la francophonie en Allemagne et pourquoi il faut absolument que les autorités allemandes aussi s'engagent à nos côtés. Et en fait, assez facilement, on s'est aperçu que 7 des 9 pays transfrontaliers de l'Allemagne étaient membres au moment observateur de la francophonie, que l'espace francophone était le deuxième partenaire commercial de l'Allemagne et que l'observatoire à la langue française plaçait l'Allemagne comme le 12e pays, comme le 5e pays en termes de nombre de locuteurs de français dans le monde. Ce qui est vraiment énorme. Donc la francophonie, ce qui était important, c'est que nous, on puisse dire que la francophonie, en fait, c'est une réalité en Allemagne. Il y a énormément de locuteurs, il y a des enjeux politiques, stratégiques, économiques qui sont énormes et c'est aussi une chance, c'est une porte ouverte justement de l'Allemagne sur ces 88 pays membres au monde observateur. Donc on a comme ça consolidé le projet Maison des Francophonies en s'appuyant sur plusieurs projets et surtout sur une double cible. Donc la double cible, c'est à la fois les francophones et francophiles d'Allemagne et le public allemand. Dont aussi le public des professeurs et le public d'apprenants, pour essayer de les conforter dans leur choix, de les accompagner dans leur choix et de leur faire comprendre que d'apprendre le français à l'heure d'aujourd'hui, c'est une langue, c'est une très belle langue, un peu compliquée à comprendre, mais c'est une langue de savoir, une langue d'opportunité, une langue de travail. En fait, on le donne peu. On donne peu d'éléments aux professeurs pour défendre ça et on donne peu d'éléments aux parents et aux élèves pour comprendre ça, que c'est vraiment une chance au même titre que d'apprendre effectivement l'anglais, le chinois ou beaucoup d'autres villes. Mais il y a un enjeu particulier. Donc, il y a ces deux cibles-là. On a balisé tout un projet, nous, sur l'année, avec un gros volet scolaire. Chaque année, on arrive à sensibiliser à peu près 1500 jeunes sur l'ensemble de nos manifestations. Alors, on fait des animations linguistiques en français, on fait des ateliers artistiques ou thématiques en français. On utilise beaucoup les entrées thématiques, donc ça peut être artistique, donc on va plutôt travailler sur des dynamiques qui touchent les enfants, donc par exemple le slam, le hip-hop, l'art urbain. C'est vraiment, on essaie de créer ce côté aussi pétillant et innovant
pour justement pas tomber dans un truc un peu rétrograde qui pourrait servir le discours de certains des professeurs, voilà, par méconnaissance. Et puis, on a un gros volet artistique et culturel aussi, où on est en train de développer énormément de choses. Et ça, c'est possible parce qu'on a un bâtiment avec un théâtre, un cinéma, des salles de séminaire, un restaurant et des lieux de résidence. 2021, on a passé un nouveau cap et on a développé, on a basculé de ce programme Fête des Francophonies, Fête populaire, pour la transformer en un festival qui a eu un certain rebondissement et une vraie attention en tout cas. Et donc, on a créé le premier festival des Francophonies de Berlin sur une quinzaine de jours. On a organisé à peu près une trentaine de manifestations et pareil, ça a eu un succès extrêmement important. Et là, on va vraiment être sur des endroits plutôt à la fois d'engagement, d'innovation, de modernité. On a beaucoup travaillé, par exemple, sur la réalité augmentée, la réalité virtuelle. On a travaillé aussi avec tout un collectif féministe, par exemple. Donc voilà, donc d'être un peu dans tout ce qui est jeune et que les francophonies soient aussi courageuses et engagées. 2 minutes, Luc. 2 minutes, alors. s'il vous plaît. Oui. Les difficultés rapidement, extrêmement difficile de valoriser la francophonie sans être pays membre ou membre observateur parce qu'on échappe à une grande partie des dispositifs financiers et extrêmement compliqué pour nous parce qu'on se balade vraiment dans les circuits allemands. Le ministère des Affaires étrangères allemand nous renvoie à la culture, qui nous renvoie au développement, qui nous renvoie à l'économie, qui nous renvoie à Berlin, qui nous renvoie à l'enseignement et tous se renvoient la balle. Personne n'arrive à prendre au corps et nous on essaie de leur dire mais en fait c'est vous tous, toutes et toutes, donc allons-y ensemble. Donc ça c'est la grosse difficulté qu'on peut avoir et sinon c'est un chemin qui est plutôt joyeux et le RIMF nous aide aussi beaucoup à crédibiliser le projet à Berlin. Et concernant les financements, on a des bonnes idées comme les idées des concours sur lesquels on a le soutien du réseau, on a le soutien annuel de ces 40 ambassades francophones d'Allemagne. Et puis, on a spécifiquement des soutiens un peu renforcés de certaines ambassades, comme l'ambassade du Canada ou l'ambassade de Suisse, l'ambassade de France, mais aussi un soutien du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Culture, parce qu'ils voient naturellement d'un regard plutôt bienveillant le fait que Berlin s'engage à l'endroit des francophonies, parce que naturellement, si à un moment l'Allemagne décidait de devenir membre observateur, alors ça renforcerait considérablement l'OIF. Donc là, tout le travail stratégique que je suis en train d'essayer de mener et le travail politique, c'est de faire comprendre à l'OIF l'intérêt de s'engager aussi dans la recherche de nouveaux pays et dans la préfiguration. Donc, le verre est dans la pomme. Nous, on est le verre. La pomme, c'est l'Allemagne. Et il faut vraiment absolument maintenant que les autorités, même mondiales, qui sont là pour valoriser la francophonie, se rendent compte que c'est une chance et que nous, on est vraiment à leur disposition. 10 minutes, 00. Merci beaucoup, Luc. Effectivement, 10 minutes. Alors, je vous invite, avant de passer au prochain intervenant, je vous signale qu'il y a la fonction discussion ou chat si c'est en anglais. Et il y a des choses intéressantes. Et d'ailleurs, Luc, Edith Mathieu, qui est de l'Auvergne, en t'écoutant, et Edith Mathieu est une femme d'affaires, elle dit « Quand j'écoute Luc, ça me rappelle les salons aéronautiques à Berlin où les industriels tenaient à ce que je m'exprime en français, pas en anglais. » Alors, il y a effectivement un engouement pour la langue française. C'est un beau commentaire. Alors maintenant, nous allons traverser l'océan et nous rendre en Louisiane. Et c'est une fondation, donc une structure assez différente des structures dont on vient de parler. C'est une nouvelle fondation, la Fondation Nous, qui a été créée par deux jeunes, Rudy Basnet, que vous allez entendre dans une seconde, et Scott Tilton. Alors, Rudy, parle-nous de ta fondation Nous, qui fait la promotion, et on parlait de l'inclusion et des langues autochtones tout à l'heure. Alors, c'est non seulement le français, mais également le créole et certainement des langues autochtones, puisqu'il y a des autochtones francophones en Louisiane. Alors, à toi, Rudy. Exactement, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous et merci beaucoup pour cette invitation. Donc, comme l'a rappelé Michel, je suis le cofondateur avec Scott Tilton de la Fondation Nous, qui est située ici à la Nouvelle-Orléans en Louisiane, qui est une fondation qui a été lancée en juin 2020, donc qui est relativement récente, qui vient tout juste de fêter ses 1 an et demi, et qui est une fondation qu'on définit comme une plateforme d'échange entre la Louisiane et l'ensemble du monde francophone.
Donc, on peut se poser la question, pourquoi la Louisiane et pourquoi est-ce qu'on a choisi de lancer cette fondation à ce moment-là? Donc, on l'a fait puisqu'on observe un renouveau, en fait, une sorte de renouveau dans le contexte associé à la francophonie louisianaise. Donc déjà, un changement assez fort au cours des 10-15 dernières années sur la perception du bilinguisme et du multilinguisme. Donc, c'est-à-dire que maintenant, les publics, notamment anglophones, sont demandeurs d'autres langues et souhaitent notamment éduquer leurs enfants en français. Donc ça relève vraiment du travail de fond qui a été conduit par le Codophile, qui est le Conseil pour le développement du français en Louisiane. Et je pense que Peggy Fian, que je salue avec nous aujourd'hui, voilà, qui a contribué à cette ouverture d'écoles d'immersion, qui scolarise aujourd'hui plus de 5000 enfants. Donc voilà, vraiment un changement un petit peu sur la perception du rôle du français et notamment du bilinguisme. Et également, le deuxième facteur qui est clé, c'est vraiment l'adhésion de la Louisiane à l'Organisation internationale de la francophonie en 2018. Et j'ai moi-même eu l'opportunité, donc avec Scott Tilton, de m'impliquer sur cette adhésion en tant qu'acteur de la société civile. Donc, on a travaillé là-dessus entre 2016 et 2018 et ça nous a vraiment permis de jauger en quelque sorte l'intérêt des Louisianais pour la francophonie. Voilà, beaucoup de personnes nous disaient, par exemple, nous-mêmes, on ne parle plus le français, mais on conserve un attachement très fort et on aimerait se reconnecter à cet héritage. Et on pense que c'est essentiel de remettre un petit peu la francophonie au cœur de l'action culturelle de notre État. Donc voilà, dans la manière dont on définit notre mission inclut également le terme plateforme d'échange que je souhaitais également définir. Donc là, on se voit comme une plateforme d'échange sur 2 volets. Donc le premier volet, c'est vraiment, et ça Christian le rappelait tout à l'heure, l'importance de la société civile. Donc notre objectif via notre fondation, c'est vraiment de mettre en relation la société civile louisianaise, francophone louisianaise notamment, avec la francophonie et le monde francophone. Donc, comme je le rappelais, on voit beaucoup d'énergie sur le terrain, une sorte de revitalisation du français en Louisiane. Donc, beaucoup de projets émergent, beaucoup de choses se passent. Donc, notre objectif, c'est vraiment de donner de la visibilité à tout ça, de canaliser un peu tout ce qui se passe pour essayer voilà, de le rendre plus visible et plus puissant aussi et toucher de nouveaux publics également. Et notre deuxième fonction d'interface, on va dire. Donc, c'est vraiment entre la francophonie louisianaise et la francophonie internationale, ou comme le rappelait Luc, plutôt les francophonies. Donc, le but, c'est vraiment d'importer en quelque sorte les francophonies issues du monde entier en Louisiane pour montrer un petit peu comment ça peut participer à un processus créatif, comment ça peut permettre d'échanger des bonnes pratiques, de nouvelles idées, et également de diffuser donc, la francophonie ou les francophonies là aussi, puisqu'on parle de francophonies qui sont très diverses, louisianaises à l'international. Et comme le rappelait Michel, donc là, je parle effectivement beaucoup de francophonie, mais on cherche à inclure également donc, l'ensemble des langues de Louisiane, ce qui regroupe également donc, le créole louisianais, qui est une langue parlée en Louisiane, qui est une langue en danger maintenant, qui est parlée par 5 à 10 000 personnes, alors que le français, voilà, il est difficile d'avoir des chiffres exacts, mais encore parlé par, on va dire, 150 à 200 000 personnes en Louisiane. Donc, pour mettre tout ça en place, on déploie une programmation donc, qui se donne vraiment pour objectif de rendre cette francophonie vivante, de toucher la société civile, de valoriser les différentes francophonies. Et également, un point important, donc comme on travaille beaucoup sur le volet multilinguisme, c'est vraiment de pouvoir toucher également un public anglophone. On est dans un contexte où le français est une langue minoritaire, donc il est important aussi pour assurer sa revitalisation de pouvoir toucher de nouveaux apprenants. Et donc, ça passe aussi par toucher les anglophones. Donc, tous nos contenus sont publiés sous un format bilingue, donc aussi bien en français qu'en anglais. Pour revenir un petit peu sur notre programmation, on a trois types, on va dire, d'éléments qu'on met en place. Donc, le premier, c'est vraiment des événements. Donc, ça, un petit peu à l'instar des autres organisations qui ont parlé avant moi. Donc, le but, c'est vraiment des événements dédiés à la francophonie. Donc, il peut s'agir de conférences. Par exemple, ce jeudi, on va organiser une conférence sur le changement climatique et la manière dont ça peut impliquer, dont ça peut mettre en danger le français en Louisiane, puisque de nombreuses populations francophones et créolophones habitent sur les côtes, qui connaissent un processus d'érosion dû au changement climatique. On a eu l'opportunité de participer au concert électro qui a été organisé par la Maison des Francophonies de Berlin et notamment Luc, encore merci, c'était vraiment un super événement. On organise également des programmes, donc on crée nos propres programmes et on vient notamment de lancer un programme
qui nous semble assez novateur, qu'on a appelé le Lab, qu'on a lancé mi-décembre et dont l'appel à projet reste ouvert jusqu'à la fin du mois de janvier, qui est un programme qui se donne pour objectif de soutenir des initiatives émanant de la société civile, donc aussi bien des projets d'entreprise que des projets un petit peu plus, on va dire, juste une idée que quelqu'un souhaiterait mettre en place. Donc le but, c'est de leur donner aussi bien un petit financement que l'accès à un réseau, l'accès également donc, à des bonnes pratiques et à des capacités. En termes de programme, voilà, on a aussi eu la chance de participer au concours de bande dessinée qui a été proposé par le Centre de la francophonie des Amériques. Donc, merci beaucoup, Michel, d'avoir pensé à nous. On a également, donc, en termes de programmation, des publications. Et là, une publication phare qu'on a lancée, c'est vraiment un livret francophone qu'on a publié avec le Codophile, qui est un livret qui vise à présenter aux jeunes élèves d'écoles d'immersion francophone de Louisiane le concept de francophonie, donc avec un F majuscule, cette francophonie internationale. Qu'est-ce que c'est, comment elle se déploie, pourquoi c'est important pour eux. Et le but, c'est vraiment de leur montrer que la francophonie peut leur apporter quelque chose et que voilà, le français n'est pas juste une langue qui parle entre les murs de l'école, mais que c'est quelque chose qui pourra avoir une signification pour eux plus tard dans leur vie professionnelle et dans leur vie personnelle également. Donc, on vient également de lancer une boutique en ligne pour diversifier un petit peu nos activités. Et notre objectif majeur, c'est vraiment d'ouvrir un centre culturel physique à la Nouvelle-Orléans, donc qui puisse inclure un café, une boutique, un espace de conférence et d'exposition, vraiment quelque chose de très vivant qui puisse prendre toute la dimension, on va dire, d'une maison des francophonies et accueillir la francophonie dans toute sa diversité, montrer aux personnes qui vivent à la Nouvelle-Orléans ou qui sont en visite ou qui visitent la Nouvelle-Orléans que la francophonie est encore vivante et vraiment, donc marquer cette francophonie via un lieu physique. Donc, s'agissant de nos résultats… 2 minutes, Rudy. Rudy, 2 minutes. D'accord, merci beaucoup. Je vais être bref sur nos succès. Donc, 1 an et demi après notre lancement, on vient de dépasser les $100 000. Donc, on est très satisfait de notre levée de fonds. Donc, c'est une levée de fonds qu'on diversifie, qui est une levée de fonds, on va dire, très, très à l'américaine, entre guillemets, donc très différent de ce qu'on va pouvoir trouver en Europe, par exemple. Donc, qui repose beaucoup sur du mécénat. On a également donc, du financement participatif. On répond également à des appels à projets pour financer des projets spécifiques et on va également donc lancer on va également approcher donc très prochainement des entreprises pour essayer de diversifier nos financements en vue de l'ouverture de notre centre culturel qui va nous conduire à vraiment lancer une grande campagne de levée de fonds ce printemps. S'agissant de la communication, on a désormais 12 000 abonnés sur les réseaux sociaux, donc on est également très satisfait. Et donc une 50aine de partenariats, dont le RIMF. Donc ça, on en est également très, très, très satisfait. Ça permet vraiment d'ouvrir les perspectives. Et je pense que ça répond également à une difficulté à laquelle on peut faire face quand on veut lancer une nouvelle structure. C'est-à-dire qu'on est inconnu. Je pense qu'on a aussi parfois notre jeune âge qui peut jouer contre nous. Donc le fait d'avoir une organisation et des organisations de partenaires Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, OK. Donc, on vient de perdre Rudy. De toute façon, on y reviendra dans la période d'échange. Donc, nous allons immédiatement passer à notre 5e et dernier intervenant avant la période de questions. C'est un tout nouveau membre du réseau. Il nous provient d'Asie, donc plus précisément d'Hong Kong. Son organisme s'appelle le Pavillon Rouge des Arts. Alors, je cède la parole à Stéphane Lam. À toi, Stéphane. Merci bien, Michel. Merci à tous. Meilleurs vœux. Ravi de faire partie de ce webinaire et de pouvoir répondre ultérieurement à toutes les questions qu'on pourra d'une part se poser et peut-être répondre. Brièvement, le Pavillon Rouge des Arts est une structure à vocation culturelle et nous sommes dans le paysage asiatique depuis 2006 et à Hong Kong depuis 2014. On fait principalement des activités de spectacle vivant et nous travaillons autour de la langue française et son corollaire, la francophonie, depuis le début. En termes de paysage, évidemment, nous travaillons en étroite collaboration avec la société civile de Hong Kong, ses institutions, et un petit peu comme le modèle qui vient d'être décrit en Louisiane,
non pas des levées de fonds aussi importantes, mais du mécénat et des institutions et des partenaires qui se fidélisent d'année en année. Le RIMF et son réseau maintenant connu de nous assez étendu, rayonne également ici à Hong Kong et a été tout à fait agréablement accepté quand j'en ai parlé. Et donc, du coup, on voit qu'effectivement, la question de la langue française et des francophonies, pour un pays qui, je le rappelle, n'est que francophile, puisqu'ici, nous parlons d'abord le cantonais, ensuite le chinois et ensuite l'anglais. Donc, nous sommes dans un multilinguisme, sans compter qu'effectivement, là-dessus se rajoutent les langues régionales du sud de la Chine. Ici, l'idée de la francophonie est une idée peut-être un petit peu différente que sur d'autres territoires. Les stratégies que nous employons pour le présenter, pour le diffuser, pour qu'il devienne attractif, sont certainement différentes que dans d'autres endroits, bien que similaires par rapport au fait que nous faisons des ateliers, des conférences, etc. Mais les approches peuvent être complètement surprenantes. Par exemple, il y a eu un projet que le Pavillon Rouge des Arts a mené auprès des universités et du lycée français, bien évidemment, et de quelques organismes, comment on appelle ça, de FLE, français langue étrangère, qui s'appelait les francophonistes, donc qui est effectivement un syncrétisme, un barbarisme entre francophonie et les choristes. C'est-à-dire qu'il s'agissait de choisir un chant d'un territoire francophone et à travers ce chant et à travers ce territoire était proposé non seulement l'instrumentarium, mais également sa gastronomie. Parce que ici, le monde du goût est quelque chose de très important. Et on peut aussi accéder à la francophonie, comme on le disait précédemment, par les valeurs que celle-ci propose et défend. Et bien évidemment, nous avons des valeurs de liberté, de société égalitaire, de développement durable. Mais le goût et la gastronomie font aussi partie de cet attrait que la francophonie peut avoir, en tout cas pour des partenaires et des territoires comme ici en Asie, où nous nous trouvons assez éloignés. Ici, c'est un système libéral. Alors, effectivement, mon association, on dirait en France, est ici une société. Donc, cette société reçoit des subventions également de la part de l'État. Et nous avons donc un partenariat avec ce qu'on appelle ici le LCSD, qui veut dire grosso modo loisirs, sport et culture département. Et donc, du coup, cet organisme profite également d'une vitrine que le gouvernement de Hong Kong propose chaque mois de mai, qui s'appelle le French May. Et dans ce mois de la France, effectivement, se développent plein d'activités. Bien évidemment, le français se propose également dans une semaine de la francophonie cette année entre le 17 et le 25 mars. Et des activités francophones se proposent tout le long de l'année grâce au programme d'éducation européen que nous trouvons dans les universités, où le français ne figure pas en meilleure place. Nous avons beaucoup de concurrence, évidemment, avec le japonais. Bien sûr, le japonais, mais ça, c'est pas européen. L'anglais et l'allemand, l'espagnol également. Donc, effectivement, ce renfort d'activité que peut proposer une structure telle que le Pavillon Rouge des Arts arrive à point nommé pour certains professeurs de FLE ou certains professeurs d'université qui enseignent le français ici à Hong Kong. Évidemment, nous sommes là depuis donc 2014, nous faisons partie du paysage, nous sommes retenus en tant que tels. J'ai eu la chance et l'honneur de pouvoir proposer dans le cadre de la caravane des 10 mots qui nous vient donc de Lyon et de son président Thierry Ozer, des caravanes d'Asie-Hong Kong que nous avons menées ici, qui sont toujours très instructives et enrichissantes au niveau de la diffusion de la langue française et des territoires dans le monde. Des conférences, qu'est-ce que je lis encore ? Alors, bien sûr, ce que je disais précédemment, les pistes de financement ne sont pas multiples, mais elles existent. Nous pourrons en parler avec nos invités. Ici, la langue est vraiment un attrait de valeur culturelle et de valeur, puisqu'on va apprendre le français en plus des langues déjà évoquées. Ici, la population serait plus à même d'apprendre des langues comme le coréen ou le japonais pour pouvoir rayonner dans un espace asiatique qui est comparable à l'Union européenne, qui s'appelle l'APAC, c'est l'Asie-Pacifique. Donc, ce sont des langues qui vont venir un petit peu, non pas en concurrence, mais en tout cas en première proposition, si l'on veut réussir. Les gens qui ont un attrait
pour la langue française et éminemment par rapport à ses valeurs culturelles et à ses valeurs sociales. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, il y a vraiment une visibilité des deux mondes, c'est-à-dire que pour nous, quand on propose une activité en francophone à Hong Kong, ils comprennent que ce n'est pas que la langue française, que la langue française donne accès au monde francophone. Et ce n'est pas une évidence au départ, effectivement, comme l'ont souligné plusieurs des intervenants, le français pédagogique entre quatre murs dans une école ne favorise pas forcément l'émergence de cette francophonie dans l'esprit des apprenants, et le fait de pouvoir ouvrir la langue française au monde francophone est un des grands attraits et ce que nous mettons beaucoup en valeur dans toutes les activités ici à Hong Kong pour pouvoir promouvoir cet aspect. Il y a eu énormément d'activités lors du 50e anniversaire de la francophonie. Beaucoup d'universités, dont une avec laquelle nous avons participé, Baptist University, a voulu mettre justement son département des langues européennes au service de la francophonie, ce qui a donné lieu à beaucoup d'activités malgré le Covid, donc peu d'ateliers, mais beaucoup d'interactions, des expositions virtuelles, des créations de photographies, des expositions de photographie et des créations de livrets en français dans le texte rédigés par des apprenants. Donc, je suis maintenant à votre disposition pour répondre dans les spécificités qui sont le territoire Asie-Pacifique aux questions que vous pourrez nous poser. Je crois que j'ai fait le tour de ma structure, peut-être un peu plus rapidement que prévu. Non, c'est à peu près 10 minutes. Merci beaucoup. Ah, joli. Merci beaucoup, Stéphane. Alors là, maintenant, on va se mettre en mode où on va voir tout le monde, je pense. Rémi, qui est celui qui gère la rencontre, va peut-être pouvoir nous aider à mettre le mode affiche, galerie. Oui, Si oui, ben vous chaque appuyez personne sur doit galerie, aller. chaque personne doit mettre galerie. On voit tout le monde. Alors, vous connaissez un peu le processus. Il y a la main levée. Hein, quand vous voulez, vous avez réaction et là, vous faites mettre main levée si vous avez des questions. Donc, vous avez pu voir que les contextes et l'opération des différentes maisons de la francophonie, selon les appellations, diffèrent d'un lieu à l'autre et qu'on est là pour partager les expériences et pouvoir adapter des choses qui nous intéressent. On a également pu voir que l'aspect pédagogique, ou du moins les implications au niveau académique étaient assez nombreuses, souvent au niveau scolaire, donc primaire et secondaire, que le volet culturel était également important et que j'ai pu constater également que les ambassades de pays francophones peuvent jouer un rôle important pour appuyer les différentes initiatives, soit par un support moral ou parfois pour des projets précis, un support financier. Alors, vous avez certainement des questions pour l'un ou l'autre des participants. Alors, qui veut se lancer et poser la première question? Les micros sont ouverts normalement, ou vous ouvrez votre micro lorsque vous posez votre question. C'est plus facile, sinon on va avoir de l'interférence. Alors, qui veut poser la première question en levant la main, soit de façon virtuelle ou en réalité? Donc, la période de questions est ouverte. Pas de questions, ça c'est particulier. Comme toujours, il faut la Christian, première oui. question. Bon, alors vas-y. Voilà. Oui. Non, moi, je n'ai pas de questions. Non. Mais je veux dire, il faut que quelqu'un se dévoue pour poser la première question. Puis après, oui. ça partira normalement. Après, oui, effectivement. Peut-être que quelqu'un qui est en cours de création nous dise si ce qu'on oui, leur a alors dit je vois Jean-Claude. Jean-Claude, si tu veux ouvrir. Oui, Jean-Claude veut poser une question, Christian. Oui, Jean-Claude, vas-y. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Bon, oui, d'abord, merci pour l'invitation. Hein, avec Edith André, nous avons fondé une association qui s'intitule Francophonie en Auvergne-Bourbonnais. Donc, merci pour l'invitation. Les interventions étaient extrêmement intéressantes. Alors, je vais plutôt me centrer sur la France.
où il y a des critiques qui sont formulées contre notre pays, qui peu à peu abandonne, y compris ne défend pas assez la langue française, etc. Alors, c'est une question que je pose parce que dans notre association, nous avons des associations, mais nous souhaitons faire en sorte que cette association, elle s'adresse aux associations, aux collectivités, donc aux autorités locales, aux médias, c'est-à-dire à toutes celles et à tous ceux qui sont intéressés par la francophonie. Parce que moi, j'ai été élu pendant de très nombreuses années dans toutes les strates des collectivités, en lien avec le ministère des Affaires étrangères. Je me suis aperçu qu'effectivement, en France, une des difficultés, c'est que chacun est dans son secteur et que l'on peine à mettre en synergie l'ensemble des acteurs qui travaillent sur la francophonie éducative, culture, coopération, etc. Donc, que pensez-vous? Je m'adresse donc à Christian Philippe, qui a fait un travail, un très grand travail et un très bon travail sur ces problématiques de la francophonie. Est-ce qu'il ne faut pas, à travers les maisons de la francophonie que l'on peut, je parle de la France, mettre en œuvre dans notre pays, intégrer l'ensemble des acteurs de la francophonie pour faire en sorte que cela devienne vraiment un élément fort de la politique française, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur? Oui, je crois tout à fait, je le disais au début, que pour moi, la raison d'être de la création de la Maison de Lyon, c'était, et ça reste, la volonté de réunir tous les acteurs, pour autant, bien sûr, qu'ils l'acceptent et qu'ils le souhaitent. Mais l'objectif doit être là. Et je pense que ce n'est pas vrai seulement pour la France, ce doit être vrai pour chacune et chacun d'entre vous, quel que soit le pays où vous êtes, hein, pour être un lieu où l'on rassemble, parce que bon, on a besoin de se battre pour ce défi francophone, donc on a besoin, je dirais, d'être rassemblés. Donc, pour autant qu'on y arrive, rassembler tout le monde sans prétendre, bien entendu, vouloir les suppléer, mais vouloir être un lieu d'échange et d'activités communes, en sus des activités menées par nos différents membres selon leurs propres compétences et leurs propres objectifs. Donc je crois que c'est bien là, en effet, l'objectif pour qu'on puisse faire en sorte que la francophonie devienne un sujet sur lequel nos concitoyens puissent un peu se mobiliser, se poser des questions, nos concitoyens, mais aussi tous les responsables associatifs, politiques, économiques, se dire que voilà, il y a un intérêt à faire en sorte que la francophonie s'inscrive dans le débat du territoire ou dans la réalité d'un territoire concerné. Mais tout à fait en accord avec ce qui vient d'être dit. Merci beaucoup, Christian. On a une question provenant de Tajana Kovacevic qui demande quelle est la différence entre les membres observateurs du RIMF et les autres membres participants. Donc, lors de la constitution de notre réseau, nous avons établi 3 catégories de membres. Les membres fondateurs, donc celles qui étaient là au tout début et qui ont créé le réseau. Les membres qui se rajoutent de mois en mois. Et les membres observateurs, ce sont des personnes qui ne sont pas encore constituées juridiquement et qui veulent donc avoir de l'information. Les membres observateurs n'ont pas de cotisation à payer tant qu'ils ne deviennent pas membres. Et j'avais oublié également membres associés, qui est une catégorie de membres, par exemple, des universités qui sont donc membres associés, qui donc vont payer une cotisation, mais de par leur statut, ne veulent pas être membres en bonne et due forme, mais membres associés pour démontrer leur solidarité. J'espère que ça répond à la question. Des questions pour les conférenciers ou autres questions qui traitent de la création d'une maison?
Il y avait Edith qui avait la main levée et il y Edith, avait aussi oui, alors Jacques Edith. qui a la main Jacques. levée actuellement. Jacques, oh, très bien. Alors Edith et ensuite Jacques. Bien, écoute, merci. Moi, c'était simplement pour appuyer ce que Jean-Claude venait de dire et Christian aussi. C'était vraiment le but, c'était de tous se réunir, de réunir toutes les associations francophones et éventuellement même prévoir, enfin, c'est le cas de la lettre qui est prévue à envoyer au candidat de la présidentielle, prévoir un ministère de la francophonie, du français. Oui, alors ça, c'est... Qui viendrait un peu en appui à tout ce que l'on fait. Oui, oui, bien sûr. Actuellement, c'est sous l'égide du ministère des Affaires extérieures. Voilà. C'est ça. C'est ça. Oui, Comme, ça. comme Oui. ici au Québec, on a le ministère des Relations internationales et de la francophonie. Mais dans l'appellation, il y a le mot francophonie. C'est le ministère des Relations internationales et de la francophonie. Nous sommes peut certains noyer. en France, mais le problème peut se poser ailleurs aussi. Bien Oui. sûr. Nous sommes à plusieurs convaincus en France que, certes, la francophonie, c'est-à-dire les relations avec les autres pays de cet ensemble francophone, c'est important, mais que, encore une fois, nous, notre objectif, c'est la société civile et qu'il faut d'abord convaincre les Français de l'intérêt de la francophonie, qui doit donc être interministérielle, affaires étrangères pour les relations avec les autres pays francophones, mais aussi culture avec la promotion, la défense de notre langue, éducation nationale pour en parler aux plus jeunes. Donc nous sommes un certain nombre à dire depuis plusieurs années, mais sans écoute, qu'il faudrait auprès du Premier ministre, par exemple, un ministre chargé de la francophonie qui, placé au plan interministériel, puisse définir une stratégie propre, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et donc empêche d'avoir une politique globale dans notre pays en matière de francophonie. D'où l'idée, puisque nous sommes en période électorale, le réseau France se prononcera prochainement là-dessus, d'envoyer d'ailleurs en lien avec une autre association francophone qui est la FAL, une adresse commune aux différents candidats début du mois de mars ou début du mois de la francophonie, un mois avant l'élection présidentielle, pour leur demander un peu, ou leur dire ce que nous aimerions que soit fait sur cette thématique. Merci beaucoup. Alors, Jacques, oui, vous la bonjour parole. à tout le monde. Merci pour les intervenants. Je pense que vous m'entendez. Oui, on t'entend, mais on ne te voit pas. Bon, non, je travaille L'essentiel, sur c'est d'entendre. un ordinateur de bureau qui n'a pas de caméra. Ah bon, très bien. Voilà. Donc, j'ai suivi patiemment les interventions. Et donc, ma première question va chez Madame Liane, qui fait partie de l'équipe de notre continent. Et en fait, elle parle de la question de financement, et qui est une question cruciale presque dans tous les pays du continent africain, qui dépend en grande partie des bailleurs du Nord. Et ma question est de savoir, mis à part le financement des projets soumis aux bailleurs, est-ce qu'il y a des activités génératrices de revenus effectuées au Cameroun dont les bénéfices pourra financer le projet Maison de la francophonie? Et la deuxième question va à M. Philippe. C'est par rapport à son expérience, parce qu'il part de l'OIF. Et quel est le conseil qu'il peut nous donner, des rapports qu'on peut entretenir avec l'OIF, dans la mesure où c'est l'OIF qui regroupe l'ensemble des États autour de la francophonie et de la langue française. Et la troisième question est pour qui peut répondre. C'est par rapport à la langue française qui nous unit. Et normalement, le français, on constate un recul progressif de la langue française et une progression aussi de la langue anglaise dans nos pays. Comme on a déjà entendu dans l'introduction, ce n'est pas vraiment joli qu'un jour on va se retrouver avec une seule langue qui s'impose
J'ai participé, par exemple, au mois de novembre, dans un congrès mondial des chambres de commerce à Dubaï, où la langue française n'a pas été utilisée. Et totalement, on a même refusé de faire une traduction simultanée en disant que tout le monde est censé dominer la langue anglaise et l'intervention. Ma question est de savoir si nos maisons pourront se converger et conjuguer les efforts vers certaines réalités qui exigent l'augmentation de la visibilité et la lisibilité de la langue française. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jacques. Donc, Eliane, je te laisse répondre à la première question. Oui, merci. Qui traitait de financement. Voilà, merci Michel. Alors, Jacques, ce que je voudrais d'abord vous dire au départ, c'est que vous savez qu'une association, lorsque nous les créons, elles sont à but non lucratif. Donc, forcément, parler de bénéfices ou une activité qui va générer un bénéfice pour pouvoir financer, je pense que le terme peut être un peu mal placé, enfin, entre guillemets. Par contre, comme je l'ai dit au départ, nos activités sont financées dès le départ par nos contributions personnelles, cotisations qui ne représentent pas grand-chose, un peu comme dans toutes les associations. Vous voyez, par exemple, le réseau aujourd'hui. On ne peut pas dire par rapport à toutes les activités que nos maisons ont aujourd'hui, les moyens du réseau international ne sont pas capables aujourd'hui, à l'heure actuelle, de pouvoir financer. Donc, nous frappons effectivement aux portes. J'ai été très brève tout à l'heure parce qu'en fait, j'étais aussi stressée par le temps, 10 minutes, sachant que, comme tout le monde, il va falloir beaucoup de temps. Et donc, c'est l'occasion de vous dire, de t'expliquer un peu comment nous arrivons, quelquefois pour certaines activités, à avoir, on a évoqué les ambassades. Je peux dire que dès l'année 2021, c'était notre première subvention par l'Institut français. Effectivement, comme nous l'avons dit au départ, il faut se faire connaître, il faut expliquer, il faut convaincre les populations que vous voulez, avec lesquelles vous voulez travailler. Donc, quand vous arrivez à convaincre, certains, vous pouvez avoir dans vos activités des personnes qui se joignent à vous pour soutenir vos efforts. Donc, voilà comment certaines de nos activités sont financées. À côté de cela aussi, nous avons créé une activité, ce n'est même pas une activité financière en tant que telle pour le volet humanitaire, où nous organisons des ventes de charité. Les ventes de charité, c'est quoi? C'est pour, comme vous avez suivi, pour pouvoir apporter un soutien dans le cadre d'une réinsertion scolaire ou alors apporter les dons dans un orphelinat ou des livres, comme vous avez entendu parler. On organise, on fait l'appel des collectes, soit des livres, des objets d'occasion ou neufs, que nous revendons à un franc symbolique, c'est-à-dire il n'y a pas un prix puisqu'on n'a pas de bénéfice. C'est en même temps une manière d'aider. Et comme ça, ces fonds que nous collectons nous permettent de financer dans certaines activités, soit pendant les concours, un peu comme vous avez vu dans nos vidéos, vers la fin, pour ceux qui sont pour les lauréats, pour pouvoir organiser les prix des lauréats, par exemple. Mais aujourd'hui, je pense, comme je vous ai dit, on est reconnu d'utilité publique dans notre cadre, on est reconnu d'utilité publique et tout récemment encore agréé organisation non gouvernementale. Et on espère que l'État, comme je vous ai dit, l'activité avec le Cercle de solidarité francophone, avec la francophonie, a intéressé, on a beaucoup intéressé le ministère des Relations extérieures, qui aujourd'hui, je peux vous dire, pour le projet qui n'est pas encore finalisé par rapport à l'université d'été que nous comptons organiser au mois de juin, nous sommes en train de réfléchir avec le ministère des Relations extérieures pour pouvoir concrétiser ce projet. Ça veut dire que l'État, le thème a été validé pour le thème de l'université d'été. Et là, aujourd'hui, nous demandons, par exemple, le patronage du haut patron de la République pour pouvoir, parce que c'est quand même un colloque international, et pour pouvoir, on ne peut pas dire que notre maison toute seule est capable d'organiser, d'accueillir tout un colloque international, un peu comme nous avons eu à Szeged, si l'État ne s'implique pas. Donc, voilà comment, pour les associations, pour nos maisons,
comment nous pouvons, que lorsqu'on a déjà une notoriété, comment on peut arriver à convaincre, à attirer des personnes pour pouvoir accompagner nos actions s'ils les jugent utiles. Merci beaucoup, Eliane. Christian, est-ce que tu pourrais aborder la deuxième question, s'il te plaît? Oui, la question sur les relations avec l'OIF, je crois, pour une maison comme celle du Burundi, il faut s'adresser à la direction régionale de l'OIF. Nous, en tant que réseau, nous essayons, avec difficulté d'ailleurs, parce que l'OIF considère qu'elle est une organisation intergouvernementale, et finalement, le monde associatif n'a pas l'air de l'intéresser beaucoup, et ça, c'est un autre problème. Mais sur un plan pour une maison, je crois que voilà, le contact, ce n'est pas le siège à Paris, ça doit être la direction régionale. Et en ce qui concerne le troisième volet, je vais y répondre. Naturellement, il est très important, c'est l'utilisation du français dans les grandes rencontres internationales au sein des organismes comme l'ONU, comme l'UNESCO. Alors, c'est une bataille, un combat de tous les jours, mais il faut être donc proactif. C'est un peu la raison d'être de notre réseau d'ailleurs. C'est de la mise en valeur de cette langue française. Et c'est à chaque fois où on en a l'occasion de revendiquer notre droit à l'utilisation du français lorsqu'il y a des rencontres internationales. C'est très important et je sais que plusieurs au sein de soit d'ambassades ou même à l'OIF affirment ce droit. Il y a d'ailleurs lors des Jeux olympiques, à chaque tenue de Jeux olympiques, il y a une personne qui est chargée de veiller à l'utilisation du français, qui est une des langues officielles du mouvement olympique, comme vous le savez, et l'OIF envoie un ambassadeur. Je sais également qu'à l'ONU, par exemple, il y a un groupe d'ambassadeurs francophones qui veillent à l'utilisation du français dans les débats. Alors, je dirais que c'est l'engagement de chacun, mais on est dans un contexte où nous devons favoriser l'utilisation de plusieurs langues, justement, parce que l'affirmation du français passe en même temps par l'affirmation de d'autres langues et démontrer que l'anglais n'est pas la seule langue. Ce n'est pas contre l'anglais, mais c'est dans l'affirmation des langues que nous parlons. D'autres questions? Oui, Marité? Oui, bonjour à tous. Je voulais vous faire part de quelque chose dont j'ai déjà informé Christian Philippe. Le ministre français en charge de l'Europe, Clément Beaune, et le secrétaire d'État devenu ministre de la francophonie, entre autres Jean-Baptiste Lemoyne, suggérait de profiter de la présidence française ces 6 mois pour développer la pratique de la langue française au niveau des cadres, on va dire, internationaux, en particulier en Europe. Et je pensais en particulier à notre ami Luc Paquier. Il serait peut-être intéressant, Luc, que tu puisses prendre contact ou qu'on lui facilite le contact avec nos 2 ministres qui se sont mis d'accord pour faire une grande promotion de la langue française, en particulier dans les différentes institutions européennes. Merci beaucoup, Marie. On aurait écrit à ce sujet. Merci. Et bon, je pense que tu fais un excellent lien parce que j'allais céder la parole à Luc pour qu'il nous parle d'une initiative qui est le concours qu'il organise à la Maison des Francophonies de Berlin en collaboration avec le RIMF, ce qui s'intitule, Luc, Mes mots pour le dire. Pour le dire. Alors voici, parce que c'est vraiment un concours où on a besoin de l'apport et de la contribution de tout le monde. Alors vas-y, Luc.
Merci beaucoup. Alors, comme l'a dit Christian dès le début, ce qui était vraiment important, c'est pour matérialiser un réseau et des interconnexions, il faut aussi des projets communs. On a réussi à en inventer un avec les équipes de la francophonie des Amériques l'année dernière qui s'appelait Ma Minute Francophone, qui a très très bien marché. On a eu 217 participants, participantes des 4 coins du monde. On a eu envie de lancer un nouveau projet donc, qui s'appelle Mémo pour le dire. Ce projet est en écho avec une initiative qu'on trouvait au RIMF extrêmement positif, qui est le lancement du dictionnaire des francophones qui montre que la langue française contient des mots en parfaite évolution aussi. Donc, il y avait quelque chose de très, très vivant là-dedans qui s'émancipait un peu de la langue de patrimoine pour aller vraiment vers la langue d'usage, la langue d'invention, la langue de jeu. Donc, c'est vraiment ce qu'on avait envie de valoriser. Donc, ce concours-là est un concours international et mondial sans aucun critère, ni d'âge, ni de nationalité. N'importe qui peut postuler jusqu'au 15 février. L'idée étant, c'est un concours vidéo, l'idée étant que les postulants et postulantes du monde nous envoient une vidéo sur leurs mots ou leur expression favorite. Naturellement, on va essayer de tenir compte de spécificités des territoires pour montrer que cette langue, elle se joue aussi des territoires et c'est une langue d'appropriation. Et on va avoir un grand concours vidéo et on espère une participation du même niveau ou au-delà que notre première édition. Pour ça, on a pour ambition de distribuer 20 bourses à 20 lauréats et lauréates de 350 € ou équivalent 350 € quand c'est en dollars. Et le ministère de la Culture française s'engage à verser à tous les gagnants une liseuse numérique. Donc, c'est vraiment un beau prix avec 350 € plus une liseuse. C'est une belle visibilité, c'est un bel espace de rayonnement pour notre réseau. À l'heure d'aujourd'hui, on a l'ambition de distribuer 20 bourses et il nous en manque toujours 8. Donc, on est à la recherche toujours de 8 structures du RIMF ou des structures partenaires qui pourraient se mobiliser, sachant qu'une bourse, c'est 350 €. Et c'est aussi la possibilité de remettre, si c'est une personne de votre territoire, plusieurs, l'année dernière l'ont fait, de remettre devant la presse, par exemple, la bourse officielle. Donc voilà, donc c'est une belle chance pour notre réseau. On sait que c'est une somme conséquente. Donc dans certains pays du monde, 350 €, c'est très très incitateur. Et après, n'importe qui avec une bonne connexion Internet, un téléphone et de la créativité, une bonne imagination peut participer. Voilà. Donc le cadre, il est assez simple. Et à l'heure d'aujourd'hui, il nous manque toujours 8 bourses. Je devrais dire, Luc, où pouvoir, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, trouver l'annonce et le règlement du concours. Ouais, alors je vais vous envoyer tout ça dans le chat. En tout cas, c'est sur notre site qui est francophonie avec un s.de / donc -concours. Vous trouverez toutes les informations. On a 2 bandes d'annonces qu'on va vous refaire partager. C'est très très drôle où on a demandé au public venu assister à l'ouverture du Festival des Francophonies de donner leurs mots ou leur expression favorite. En fait, comme on avait une très, très grande répartition géographique, ça a donné quelque chose de très joyeux. Donc, n'hésitez pas, naturellement, la mention des maisons ou des structures qui participent financièrement à soutenir ce concours sera annoncée sur le site et l'intégralité de vos prises en charge iront aux bourses. Donc, il y a pas, sur les 350 €, elles seront données à une personne que le jury aura identifiée. Et le jury sera composé des membres ayant pris en charge les bourses, d'un représentant du dictionnaire des francophones et d'un représentant du ministère de la Culture. Donc, n'hésitez vraiment pas. Je vais vous envoyer, on va vous envoyer largement en fin de semaine un message avec un petit texte de présentation, le lien sur la bande d'annonce, la deuxième bande d'annonce du concours. Voilà, on compte vraiment sur vous. On a besoin d'afficher aussi un réseau qui est mobilisé et qui a une capacité de mobilisation. C'est un signal qui est extrêmement important aussi pour le public, mais aussi pour les grandes institutions. Donc, merci de m'avoir donné la parole. Oui, alors Michel Secaldi. Oui, bonsoir tout le monde. Je suis très content de vous voir tous. Bonjour à Luc Paquier. En préalable, je dirais qu'il faut faire ce concours. On a eu la chance de faire Ma Minute Francophone l'année dernière et de gagner un prix.
avec des étudiantes libanaises travaillant à Marseille qui ont gagné un prix. On était tous contents de ça. C'est un concours qu'il faut faire. C'est pas très difficile, mais c'est très prenant et on était vraiment enchantés d'y participer. J'ai une question qui peut être utile à tout le monde. Luc Paquet, je voudrais savoir si une même maison de la francophonie peut présenter plusieurs candidats ou est-ce que c'est un candidat par maison? Non. Alors, Michel, j'ai bien reçu ton message. Je vais te répondre. Désolé, là, en ce moment, c'est un tout petit peu chaotique avec le contexte sanitaire. Il n'y a pas de souci, je me doute bien. J'ai deux enfants qui ont le coronavirus, donc du coup, ça oblige à une grosse gymnastique. Alors, les maisons peuvent proposer des candidats, mais surtout relayer massivement à leurs différents réseaux. N'importe qui peut y avoir des postuler. réponses libres. Hein. Ce n'est pas du tout des candidatures des maisons de notre réseau, c'est vraiment ouvert au public du monde entier. D'accord. Donc, la maison de Marseille peut très, très largement faire suivre. N'importe qui peut postuler. Voilà. Et il faut justement que ce soit le plus ouvert possible parce que la langue française, c'est une langue clé aussi. Je pense en France, c'est un très, très beau, il y a un très, très beau travail à faire sur la cohésion sociale. Il y a un très beau travail à faire dans les banlieues aussi pour une langue qui est partagée. Voilà, c'est une belle clé. Merci Luc Paquet. Merci beaucoup. Oui. Luc, est-ce que tu as contacté la délégation générale du Québec à Munich pour une bourse? Je suis persuadé qu'ils t'en offriraient une. Ouais, je suis en contact là directement avec le Canada, bureau de Berlin, là, avec l'ambassade. Le bureau de Berlin, alors que c'est effectivement Munich qui a plutôt la visibilité sur l'Allemagne. Mais je suis plutôt en contact avec Jean Ducharme, qui est le nouveau conseiller culturel de l'ambassade du Canada. Oui, mais si tu demandes à la délégation du Québec, ça va te faire une autre bourse parce que c'est deux choses différentes. Hein? Ouais. Tu peux jouer sur deux tableaux. Il y a Stéphane. Donc voilà, n'hésitez pas à relayer et en parler aussi à vos contacts. Je pense que c'était la Maison d'Auxerre l'année dernière qui avait trouvé aussi un partenariat extérieur. Ça va. Oui, Stéphane, lève la main. Oui. Alors vas-y, Stéphane. Il faut ouvrir ton micro. Un commentaire, Michel. Voilà. Par rapport à la place du français dans les institutions telles que l'ONU, etc., l'UNESCO. Ici, à Hong Kong, on a une délégation de l'Union européenne que nous avons contactée et en fait, ils sont très intéressés par les activités francophones car c'est un moyen pour l'Union européenne d'avoir une visibilité sur le monde sinophone et anglophone de Hong Kong complètement différente. Donc ça veut dire aussi que si on regarde à l'envers, parfois il n'y a pas assez de place pour le français dans les grandes structures internationales, mais parfois le français peut être un fer de lance par sa diversité culturelle pour intéresser ces mêmes institutions à être plus visibles dans certains territoires. Juste un témoignage. Merci beaucoup. Comme on a encore un peu de temps, je ne lui ai pas dit que je lui donnerais la parole, mais Marcel Morin, qui est avec nous, est de la Maison de la francophonie d'Ottawa. Et c'est une maison de la francophonie, naturellement, qui est en situation minoritaire pour les francophones en Ontario. Est-ce que tu pourrais, en 2-3 minutes, Marcel, nous dire ce que vous faites à la Maison de la francophonie d'Ottawa? Je pense que ça pourrait inspirer certaines personnes parce que ce sont surtout des services à la communauté francophone minoritaire. Justement, merci beaucoup, Michel. Nous, donc, Maison de la francophonie d'Ottawa, capitale nationale au Canada. Donc, c'est un centre multiservice. On a 10 domaines de services, donc service à la petite enfance, service aux aînés, service aux personnes nouvellement arrivées, services artistiques, culturels, athlétiques, services juridiques, services financiers, services d'employabilité, services de la santé également. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'au lieu de tout gérer, on a opté d'aller chercher les grands partenaires qui, eux, offrent les services sous notre toit. Donc, la réalité devient qu'on a des experts du milieu qui, eux, gèrent via leur propre financement, leur propre service, mais gèrent le tout sous notre toit. Donc, c'est un centre multiservice francophone et nous, on gère francophone, francophile et qu'est-ce qu'on appelle également franco-curieux, curieuse. Donc,
toutes les personnes qui désirent des services en français sous un toit, de multiples façons, peuvent avoir accès à ces réalités-là. Et notre financement provient beaucoup d'autonomisation financière qu'on gère avec la location de nos locaux et des réalités comme des raisons au niveau subvention provinciale, parce que la réalité au Canada, elle est autant province que fédérale, et comme des raisons subvention fédérale aussi. Donc, rapidement lancé, site web cmfo.ca vous donne un peu le survol de toutes nos réalités avec notre planification, autant artistique, culturelle que services sociaux. Merci beaucoup, Marcel. Je trouvais intéressant de pouvoir prendre connaissance de la structure de cette maison-là parce que chaque province canadienne a une structure à peu près similaire pour appuyer les francophones et francophiles des provinces qui sont dans les autres provinces en situation minoritaire. Alors, je tiens aussi à vous dire tout de suite que ce webinaire a été enregistré et que je vous enverrai le lien pour que vous puissiez le revoir ou même le faire suivre à des collègues qui n'ont peut-être pas pu se joindre à nous. Donc, ils pourront profiter des différents témoignages qui ont été exprimés pendant ce webinaire. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole ou on a fait le tour pour l'instant? Oui, alors Jean-Claude? Pardon. Je trouve le concours qui est proposé par Luc Paquier extrêmement intéressant. Est-ce qu'il sera possible de proposer un autre concours au réseau? Je m'explique. Planète Jeune Reporter est membre fondateur de l'association Francophonie en Auvergne-Bourbonnais et organise tous les ans, cette année c'est un peu plus difficile, un concours francophone du reportage court. Et en février 2020, on a eu une centaine de reportages qui sont venus d'une trentaine de pays francophones, enfin francophones ou francophiles, et on a invité une trentaine de journalistes. Scott Tilton, par exemple, a participé. Il y avait 4 journalistes du Québec et d'autres pays, avec des prix qui vont, on a 6 prix qui vont de 1 000 € à 1 500 €. Ça sera possible de le proposer pour 2022 au réseau? Alors, je me permets de répondre. Ce qu'il faut. Alors, déjà, moi, je trouve que c'est une très, très bonne idée. Hein. Donc, ça, c'est sûr. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le RIMF n'est pas une structure avec une équipe qui est pérennisée. Le poids d'organisation d'un concours comme ça est quand même assez lourd. Donc, nous, on ne prendra pas à Berlin un nouveau concours pour effectivement le porter, d'encadrer tout ce qui est logistique, encadrement technique. Enfin, Rémi de Montréal a porté ça avec nous. Ça reste un gros travail de coordination. Donc, à la fois que le réseau se porte garant d'un autre concours volontiers, mais nous, on ne pourra pas débloquer de la force de travail pour ça parce que notre force de travail n'est pas financée. Non, mais on ne demande pas que ce soit après. C'est nous qui prenons en compte. Nous, on passe par les alliances françaises. Toutes les alliances françaises, on passe par les réseaux aussi des journalistes, etc. C'est simplement de se faire le relais de ce concours. Bien sûr. Mais absolument. Voilà. On a une vraie force de mobilisation dans le réseau, de plus en plus grande, donc n'hésitez vraiment pas. Hein. Voilà. Tout ce qui est de rayonnement mondial, parce que le réseau commence à être présent sur tous les continents, je pense que c'est vraiment important. Et Rudy et Scott gèrent en particulier pour le réseau aussi une newsletter, une lettre d'information, une infolettre. Donc c'est aussi extrêmement important d'être en mesure de transmettre de l'information pour qu'on puisse le reprendre dans cette infolettre. D'accord. Merci beaucoup, Luc. D'ailleurs, l'infolettre, j'espère que tout le monde reçoit l'infolettre du réseau. C'est une infolettre mensuelle publiée le 15 de chaque mois par Rudy Bazenet et Scott Tilton de la Fondation Nous. Et si vous avez des informations à inclure à l'infolettre, vous leur faites parvenir et puis ils l'incluent à l'infolettre. Et comme la date
chaque fois c'est le 15 du mois. Oui, le 15. Ça veut dire qu'il faut leur envoyer dans les 48 heures pour le mois de janvier. Oui, effectivement, là, la prochaine, mais c'est intéressant. Oui, bien sûr, c'est tous les 15 du mois. Oui, normalement, comme vous participez à ce webinaire, vous recevez cette infolette, mais si jamais ce n'était pas le cas, vous pouvez nous écrire, ou écrire à un membre du CA, là où vous avez nos coordonnées, vous les avez eues si vous êtes... Si vous participez au webinaire, et puis on vous enregistrera pour être certain que vous recevez cette infolette qu'on vous invite à diffuser d'ailleurs dans vos propres réseaux. Bien sûr. Je pense que c'est important, en effet, Michel, pour faire connaître le réseau, que chacune de nos structures membres diffuse non seulement à ses membres, mais également à ses partenaires. On parlait tout à l'heure des collectivités ou d'autres associations, qu'on diffuse au maximum ce bulletin, en sachant que, d'ailleurs, vous pouvez leur dire, si vous avez des activités francophones, vous pouvez utiliser ce vecteur d'information tous les mois. Luc, tu as vu passer le message de Peggy qui confirme que le Codophile vous offre une bourse. Oui. Donc, vous avez une nouvelle bourse. Génial, super, merci Peggy. Et peut-être, Peggy, en 3 minutes aussi, Peggy donc dirige le Codophile, qui est le Conseil pour le développement du français en Louisiane, qui a été créé en 1968 et qui fait un travail absolument extraordinaire pour l'enseignement du français, soit comme langue seconde, en école bilingue ou d'immersion. Peut-être en quelques mots, Peggy, dire qui est touché par le Codophile, le nombre d'enfants, où et comment? Alors, le Codophile est une agence de l'État. On fait partie du Bureau de la culture de la Louisiane. On est la seule agence étatique francophone aux États-Unis. On comprend la chance qu'on a et le financement, les employés, les bureaux, on n'a pas besoin de se battre pour du financement. Alors, le travail qu'on fait est surtout au niveau de l'éducation. Alors, on fait le recrutement des enseignants à l'étranger, dans nos pays partenaires, principalement la France, un petit peu la Belgique, un petit peu le Canada et les pays de l'Afrique francophone. Et si vous connaissez des gens qui aimeraient venir enseigner en Louisiane, vous pouvez, je mettrai mon adresse email dans le chat et je vous invite à partager ça avec vos amis enseignants. Il faut être enseignant pour enseigner. Mais nos mandats sont aussi économiques, culturel, communautaire. On fait beaucoup avec le réseau des tables françaises. Vous pouvez regarder sur notre site web pour savoir ce que c'est, mais c'est des rassemblements de gens qui se rencontrent au restaurant, au café pour parler français. Il y a un règlement, c'est de parler français. On nous appelle pour toutes sortes de trucs à toutes sortes de moments, alors on est là disponible pour la communauté, on est au service de la communauté francophone et francophile louisianaise. On apprécie la jeunesse francophone, on apprécie les projets, on apprécie... c'est ça, je veux dire. Et combien d'écoles touchez-vous? Alors, nous avons 5600 élèves en immersion française, c'est-à-dire qui font les petits Américains qui vont à l'école dans des sections francophones. Nous avons 38 écoles. Ça varie un petit peu à chaque année. Je n'ai pas toujours le doigt sur le nombre exact. Le Codophile a une force de 156 enseignants, mais au-delà de ça, c'est les profs codophiles qui ont le visa de travail du codophile de l'immigration américaine. On a le droit de donner les visas de travail, mais on a aussi, au-delà de ça, un autre 300 enseignants qui sont déjà passés par le codophile ou qui sont des Américains ou qui arrivent en Louisiane par leur propre moyen? Oui, par exemple, pas Michel, parce que Michel est venu comme codophile, un de nos alumni fameux,
célèbre. Mais alors oui, alors le français en Louisiane, il est pas mort, il est loin d'être mort. Ça fait longtemps que les gens prédisent le décès de la francophonie, mais on est toujours là, et bien armé et bien en vie. Alors voilà ce qu'on fait. Je peux vous dire que le Centre de la francophonie des Amériques va tenir sa prochaine université d'été en Louisiane, à Lafayette, capitale de l'Acadiana. Alors, je vous en parlerai si certains d'entre vous veulent se joindre à nous. Et donc, la Louisiane est très active. Vous avez vu avec la Fondation Nous, Scott et Rudy sont deux jeunes qui s'impliquent. Il y en a beaucoup à Lafayette. J'ai souvent participé à des tables francophones lorsque je me rends en Louisiane et c'est très intéressant parce que ce sont vraiment des personnes qui spontanément se donnent rendez-vous pour prendre un repas ensemble dans un restaurant et parler français. Vous savez qu'en Louisiane, les créoles et les cajuns sont toujours présents, mais minoritaires. Alors, il faut utiliser toutes les occasions possibles pour parler le français. Et il y a un merveilleux festival de musique et de chansons en français à Lafayette chaque année au mois d'avril, qui s'appelle le Festival international de Lafayette. Je vous conseille de vous y rendre et surtout que le mois d'avril est un très beau mois pour se rendre en Louisiane. J'ai fini ma promotion louisianaise. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole ou on met un terme à notre rencontre? Il est déjà 10h36. Il y a Eliane. Eliane, vas-y Eliane. Oui, ma question s'adresse à Michel. C'est pour revenir sur l'université d'été en Louisiane. C'est le mois d'avril. Est-ce qu'il y a déjà une date arrêtée? C'est le mois de mai. Au mois de mai. C'est le mois de mai. Le problème, c'est la fameuse COVID. Cette université d'été devait se tenir en 2020, a été reportée en 2021, reportée en 2022. Actuellement, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais on est en recrudescence de COVID au Québec, au Canada, un peu partout. Alors, je ne sais pas. Mais notre prochaine université d'été se tient définitivement en Louisiane. On attend que les conditions sanitaires soient positives pour nous. Non pas positives dans le test, mais plutôt que nous le permettent. Mais entre-temps, nous allons tenir peut-être des informations sur le Centre de la francophonie des Amériques. Nous allons tenir cet été un forum de jeunes ambassadeurs du monde francophone des Amériques. C'est un forum qu'on tient à tous les 2 ans. Alors, on le tiendra de façon virtuelle si on ne veut pas le tenir en présentiel, mais nous allons tenir ce forum des jeunes ambassadeurs de la francophonie des Amériques qui s'adresse à des jeunes de 18 à 35 ans provenant des différentes zones des Amériques, c'est-à-dire Canada, États-Unis, Amérique latine et Antilles. D'accord. Oui, en fait, ma question, c'était pour ça, parce qu'on avait positionné notre date, enfin notre période en fonction de la vôtre. Mais nous, c'est certain que c'est au mois de mai. Nous, c'est certain que c'est au mois de mai parce que pour des disponibilités de résidence et ainsi de suite, il faut que ce soit au mois de mai. D'accord. Et nous, on a, enfin, pour votre information déjà, comme je disais, c'est le mois de juin probablement. En attendant, on attend juste l'accord. Et c'est pour cela, dès que nous avons cet accord, on va vous annoncer pour pouvoir enregistrer les participants. Merci. Pascal, est-ce que vous désirez prendre la parole? Votre micro. Pascal, on ne vous entend pas. Votre micro. Voilà. Oui. C'est réparé. D'abord, merci à tous de ces échanges. Et pour nous, c'est très éclairant parce qu'on est un petit groupe de Nîmois présent aujourd'hui avec cette idée justement de développer une maison de la francophonie sur le territoire du Gard, en gros, et un petit peu autour. Voilà, donc c'est très enrichissant et surtout la perspective aussi de participer à des actions collectives comme celle de Luc Paquier. Je trouve ça très intéressant parce qu'on s'est posé déjà un peu cette question justement de comment mettre en avant à la fois notre existence et en même temps ce que l'on a envie de faire passer au niveau de la promotion du français
d'y faire adhérer aussi beaucoup de jeunes, parce que souvent, en milieu associatif, on est un peu entre anciens. Mais là, je vois que le décor est assez différent et on va essayer d'atteindre la même chose à notre rythme. Enfin, on est déjà 4 présents ce soir, donc c'est un encouragement. Voilà, je salue Bérangère, j'ai vu Hélène aussi tout à l'heure, Gilles, et je crois qu'il y avait aussi le directeur du lycée, M. Dufour, qui était là. Voilà, donc on était 5. Voilà. Et voilà, un grand salut à vous tous de par le monde. Merci à Christian d'avoir initié, de nous avoir donné envie d'initier ce projet, en tout cas, sur Nîmes. C'est l'idée, hein? On s'est fixé comme objectif, le RIMF en 2022, de favoriser la création de plusieurs maisons des francophonies ou de la francophonie. Je pense que c'est peut-être une des actions les plus concrètes que nous pouvons faciliter et encourager à ce stade-ci, parce que, comme l'a dit Eliane tout à l'heure, le RIMF actuellement n'a pas une grande trésorerie. Nous avons les cotisations qui sont entrées, mais il faut de la notoriété, comme le disait aussi Eliane, pour pouvoir aller chercher des subventions. Et c'est ce que nous bâtissons actuellement, c'est la notoriété de notre réseau. Alors, si tu permets, Michel, oui, vas-y, oui. J'ajouterais qu'en complément à ce webinaire, le bureau a adopté un questionnaire qui, je crois, vous a été adressé. On en parlera à la prochaine assemblée qui a lieu, on peut peut-être aussi le rappeler, le 25 de ce mois, toujours à 16h, heure française. L'objectif, c'est de vous permettre de nous dire ce que vous attendez du réseau. Donc, n'hésitez pas à répondre au questionnaire. On en fera la synthèse et cela nous permettra, je l'espère, d'être encore plus réactifs et d'aider chacun, parce que c'est important, Michel vient de le rappeler, pour notre légitimité d'être nombreux, mais bon, c'est intéressant que s'il y a des activités derrière, des activités communes d'une part, et d'autre part, des activités de chaque membre sur son territoire donné. Donc, je crois qu'il faut, et peut-être qu'avec l'enregistrement, Michel, tu pourrais renvoyer le questionnaire. Oui, certainement. Et je tiens en conclusion à remercier Rémi, qui est là, Rémi, qui est du Centre de la francophonie des Amériques. Merci beaucoup, Rémi, qui a organisé tout le volet technique de ce webinaire. Et nous pourrons en organiser d'autres sur d'autres thèmes. Si vous avez des idées, vous pouvez nous envoyer donc des suggestions pour les webinaires. On fera plaisir. Et n'oubliez pas le concours dont nous a parlé Luc. C'est important de pouvoir avoir le maximum de participants possible. Alors, merci beaucoup. Et chacun note sur l'agenda le 25. Oui, le 25 janvier, vous allez recevoir la convocation cette semaine, oui. Okay. Alors, merci à tout le monde d'avoir été là. À très bientôt. Et bonne fin de journée ou bonne nuit pour ceux qui sont déjà rendus tard. Stéphane, il est déjà quoi 23 heures, je sais pas. Presque 23 heures. Presque 23 heures. Bon, alors bonne nuit, Stéphane. Et bonne fin de journée pour les autres et bon début de journée pour nos amis de la Louisiane. Merci, au revoir. À bientôt. Merci Michel, au revoir et merci pour ce webinaire. Merci, au revoir. Bonne année à la francophonie. Oui, au revoir. Au revoir à tous, merci. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Merci. Merci.